Elle mesurait 1,19 m. Et après toutes les opérations, à 17 ans, elle faisait 1,52 m. Aujourd'hui, je mesure 1,53 m et je tiens au demi. Je me suis tellement battue. Normalement, j'aurais dû faire 1,27 m. Pour moi, la différence est énorme. Put your shirt on. You know what, Emily? What? Forgot to color our hair. I am not coloring my hair. And you know what? I think they're going to have orange uniforms for graduation. No, they have black and orange. Today, What? Orange and black? No. Good. You wanted orange and black? Yeah. I think you're going to have to go home now. No. Yeah. J'ai suivi un atelier d'écriture pendant 3 semaines et c'était formidable de ne pas avoir à tout expliquer. À première vue, ils ne me prenaient pas pour quelqu'un de différent d'eux. Les cicatrices sur mes jambes, ça pouvait très bien être une morsure de requin. Quel plaisir de serrer un ami dans ses bras et de voir par-dessus son épaule sans avoir à s'écraser contre son torse. Je n'avais plus besoin de m'agripper comme une enfant de 2 ans qui grimpe au bras de son père. Je pouvais mettre mes bras sur ses épaules, comme tout le monde. C'était vraiment bien. Harder to stay on this, but yeah. Il y a eu des complications qui ont été réglées l'une après l'autre. Mais Emily a eu un problème qui n'était jamais arrivé aux autres patients du Dr Paley. Les tendons de ses 2 chevilles s'étaient rompus. Elle a beaucoup de mal à trouver son équilibre en marchant. Le Dr Paley pense qu'un jour elle pourra courir, mais il faudra qu'elle fasse beaucoup de rééducation. Il ne se passe pas un jour sans que je me demande si j'ai fait le bon choix. Si elle a tellement souffert, c'était pour satisfaire mon désir de mère, qu'elle ne soit pas exclue. Je ne regrette pas toutes ces opérations, mais on ne peut pas parler de miracle. Ça a plutôt été un calvaire. J'ai vraiment changé. Je n'ai plus l'impression d'être une naine. Je suis devenue normale. De toute manière, je ne peux plus revenir en arrière. Rolling. Scene 6, take 4. Action. I am so hungry. Mom! That's a cut. Nick, again? Yes. Look, Tito, it's not that big of a deal. It's a dream. Strange things happen in a dream. All I want you to do is laugh. Why is that such a problem for you? Why does it have to be a dwarf? What? Why does my character have to be a dwarf? It doesn't have to be a dwarf. Then why is he? Is that the only way you can make this a dream? Put a dwarf in it? No, Tito. Have you ever had a dream with a dwarf in it? Do you know anyone who's had a dream with a dwarf in it? No!
I don't even have dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. Oh, make it weird. Put a dwarf in it. Everyone will go, whoa, whoa, whoa. It must be a fucking dream. There's a fucking dwarf in it. Well, I'm sick of it. You can take this dream sequence and shove it up your ass. J'ai 38 ans et on a diagnostiqué mon achondroplasie dès ma naissance. J'ai appris à faire avec. Les gens vous regardent fixement, ils vous font des remarques. Mais j'ai des parents formidables qui m'ont dit que je pourrais faire tout ce que je voudrais du moment où je m'appliquais et où je travaillais dur. Ils ne m'ont pas caché que je devrais me battre plus que les autres, mais ils étaient persuadés qu'avec de la volonté, j'arriverais à tout. Quand je me lève le matin, je ne pense pas que je suis différent. Ce matin, je ne me suis pas réveillé en me disant que j'étais une personne de petite taille. Ça ne me vient pas à l'idée. Quand je me regarde dans le miroir, je me prépare pour la journée, un point c'est tout. On n'y pense que si quelqu'un nous le fait sentir. Mon pire souvenir a été mon inscription en médecine. Je pensais que les médecins seraient compréhensifs, alors qu'en fait, je n'ai jamais vu plus borné qu'eux. Ils m'ont dit que ça n'était même pas la peine de m'inscrire. La première personne qui m'a reçu m'a dit que mes patients ne me respecteraient pas à cause de ma taille. Ça m'a coupé le souffle. Et puis il a ajouté que je n'avais pas les capacités physiques requises. Je ne comprenais vraiment pas ce qu'il entendait par là. À Buffalo, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé comment je voulais être appelé. Je ne comprenais pas, mais il insistait, alors je lui ai dit « Michael ». Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il m'a demandé si nain ne me dérangeait pas. Je lui ai répondu « Et vous, comment dois-je vous appeler? Gros crétin ?» Il s'est excusé de m'avoir blessé. Je lui ai dit qu'il pouvait m'appeler ce qu'il voulait, si moi aussi, je pouvais en faire autant. J'ai été très choqué. Ça m'a fendu le cœur. Je ne savais pas quoi faire pour lui montrer que j'étais aussi capable qu'un autre. Les gens ont tendance à associer la taille et l'intelligence. Un petit est donc forcément un crétin. Regardez les présidents américains, ils sont tous grands. Aucun d'eux n'a jamais mesuré moins d'1,60 m. Les clichés ont la vie dure. Je ne me crois pas bon par nature, mais je pense être meilleur que d'autres du fait même d'être petit, car cela m'a donné une grande ouverture d'esprit, et je suis très réceptif aux sentiments des gens.
Can I take a peek? You're fine. That looks good. Seriously. Doesn't hurt at all, huh? Yeah. You're as good as new. So why did you come by and see me? You asked me to. Okay. That looks good. This actually looks great. Is that Dallas? Yeah, he's really building up nicely, and he's got great alignment. Yeah. But he looks good. The bones look great. The alignment looks good. And has he been standing along? He started walking a week ago by So- himself. All by himself. That's great. Wow. What do you think? Are those your straight legs? They look great. I mean, every now and then, get them right. Right, big guy? Is there anything we should avoid? Tackle football. No tackle football with your brothers. That was a joke. It's bad when you have to remind them it's a joke. J'ai vu en lui quelqu'un de très chaleureux, de très sensible. Je suis tombée amoureuse de lui dès notre premier rendez-vous. En rentrant, j'ai dit à ma mère que j'avais rencontré un garçon formidable et qu'il était petit. Je ne savais pas comment le lui annoncer. Elle a dit « Petit ? Comment ça ?» Alors j'ai répondu « C'est une personne de petite taille, un nain. » Elle m'a dit que les gens voyaient souvent dans les nains des créatures mythiques, comme dans Le Magicien d'Oz, des personnages de vieilles légendes. C'était la première fois que je voyais un nain, alors j'étais assez intriguée. Je ne m'étais jamais dit que j'épouserais une femme de taille moyenne, ni même petite. Je ne recherchais pas un type en particulier. Je suis tombé amoureux de Valérie, c'est tout. She's getting heavy. I know. You're getting heavy. Alexa, you gonna go for a run? You're gonna go for a throw? What number is that? 3. You wanna hit 8? Quand j'ai rencontré Michael, il ne voulait pas d'enfant. Il avait des idées très arrêtées sur la question. Does Daddy get a kiss for the computer? No, does Daddy get a kiss? Thank you. Il n'avait pas pensé qu'il pourrait devenir papa. Mais quand on est amoureux, ça vient assez naturellement. Can you see what's going on? Can you see up there? Il y avait une chance sur 2 que ma fille soit achondroplase. Si je me sens coupable, je ne sais pas. Un jour, elle viendra peut-être me reprocher de l'avoir faite comme elle est. Et ce sera vrai. Mais j'espère que je lui aurai apporté des choses meilleures. Elle appréciera en compensation. I think you got it. A big glass. What color bag is that? Red. Red bag? Yeah. Yeah. Where are you gonna go? This way? Yeah. Okay. Bye-bye. Have a good day. Say bye-bye. J'espère qu'elle aura une belle vie. J'espère que je saurai l'entourer de mon amour et qu'elle fera toujours ce qu'elle voudra. Si elle veut être médecin, avocate, artiste, cadreuse pour la télé, je ferai tout pour l'aider à réaliser ses rêves. Quelqu'un m'a fait une remarque très juste un jour. Dans la vie, il y a des gens qui respirent la méchanceté et d'autres la bonté. Et les méchants, mieux vaut ne pas les approcher de trop près.
Ce qui fait tourner le monde, c'est que nous soyons tous différents. Si on se ressemblait, si on était tous beaux, la vie serait d'un ennui. I give you this ring as a symbol of my vow. I give you this ring as a symbol of my vow. And with all that I am. And with all that I am. And all that I have. And all that I have. I honor you. I honor you. In the name of God. In the name of God. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Hear what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. Quand on est funambule, l'amour tient souvent à un fil. Mais d'un autre côté, le 7e ciel n'est jamais loin. Aléa, tout de suite sur France 3. France 3 vous donne rendez-vous avec AEG. Elles s'appellent Christelle, Laetitia, Mallory, Sandra, 8 jeunes filles hors du commun entre 18 et 23 ans. Pour elles, une grande aventure commence. Ce sont les premières femmes à tenter d'intégrer le corps prestigieux des sapeurs-pompiers de Paris, réservé jusqu'à présent aux hommes. Nous les avons suivies pendant leurs 4 mois de formation, une sélection physique, morale, difficile. Elles vont se préparer à affronter les mêmes dangers que les hommes, subir les mêmes épreuves, endurer les mêmes efforts, le fameux test de la planche par exemple, un test impitoyable. Toutes, malheureusement, ne réussiront pas à réaliser leur rêve, devenir combattantes du feu. Des femmes chez les pompiers de Paris, un document des racines et des ailes, demain à 20h55 sur France 3. Souvent, mes équipes me disent « Guy, ta forme, ça vient de quoi ?» Eh bien, ma forme, c'est mon alimentation.
Tous les matins, je croque des céréales, mais en biscottes. Parce que les biscottes Eudebert contiennent 97% de céréales, source de fibres et de protéines végétales. C'est mon énergie pour bien démarrer la journée. Eudebert le matin, c'est essentiel. Vous connaissez la nouvelle biscotte Eudebert au muesli? Eudebert le matin, c'est essentiel. Je peux te le prendre? Et ça aussi? Tu veux aussi mes lingettes démaquillantes? Merci, j'ai la peau sèche. Je préfère prendre les miennes. Aujourd'hui, Nivea Visage lance les lingettes adaptées à chaque type de peau. Peau normale ou mixte, peau sèche ou sensible. Désormais, votre peau choisira sa lingette. Nouveau, les lingettes démaquillantes de Nivea Visage. France Inter présente Lisa Ekdahl. Ses plus belles chansons sur un seul album. Heaven, Earth and Beyond, 17 titres entre jazz et bossa. Lisa Ekdahl, l'émotion à l'état pur. Et en dessert, pour le dîner d'honneur de demain, je suggère la nouvelle danette. Oh, des tanettes. T'as pas trouvé mieux? Vous avez goûté la nouvelle recette? Alors, qu'en dit le pâtissier? Eh bien, monsieur le crémier, pour une fois, nous sommes d'accord. Avec sa pointe de crème en plus, la nouvelle danette est plus onctueuse que jamais. Parfait. Alors on prend les danettes chocolat? Pourquoi? La danette expresso est plus goûtue. Pas tant que la noire extra. Mais non, la meilleure c'est chocolat. Danette nouvelle recette, on est d'accord, elle est meilleure. Mais laquelle? Il y aura toujours un caméscope Sony pour vous surprendre. Maud et Eric, avant les examens. J'ai le ventre à l'envers, à mon âge. Ça doit être le stress des examens. T'as vu aussi comment tu manges? Je sais. T'as pas une solution? Commence par un bio de Danone. Bio? Bio contient du bifidus actif. Bio est actif à l'intérieur, tout est en ordre. Et moi, tu vois, je me sens bien. Bio de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Un solide succès financier exige l'engagement total de professionnels qualifiés. Ils associent intelligence tactique, sens de la stratégie et esprit d'équipe 24 heures sur 24, partout dans le monde. Car l'union fait la force. UBS, Financial Services Group. De toute façon, avec lui, c'est toujours la même chose, tu vois. Un yaourt aux fruits, les filles. Oh non, pas des tailles fines. Ah, bonjour le goût. Oh, on s'occupe des plombs. Bon, bah moi, je me prends un yaourt, mais un vraiment bon. Eh ben voilà, un bon yaourt aux fruits. J'adore. Ces morceaux de fraises. Ah. C'est un taille fine. Mais oui, ils l'ont changé. C'est une nouvelle recette et je la trouve super bonne. Y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Taille fine nouvelle recette, ça va surprendre les gourmands. Danone, être mieux chaque jour. TSF, la radio jazz, présente le nouvel album de Charles Lloyd. Le saxophoniste au sommet dans la pure tradition jazz, blues et gospel. Lift Every Voice de Charles Lloyd. Un disque CM. Madame, je vous prie de m'excuser, je vais être obligé de faire fouiller votre maison. Je voulais absolument que ça soit passé ici. Les Granges brûlées. Pourquoi t'es venu dans mon lit? La veuve Couder. Qu'est-ce que t'es venu chercher ici? Avec ces seins de petite fille. Non! Tu me chasses. Je veux plus te voir. Deux rencontres qui ont compté pour Alain Delon et Simone Signoret, lundi sur France 3. Quand je suis venue ici, moi je croyais que c'était le paradis, la France. J'arrive ici, ils me foutent dans un trou. Elles étaient venues rejoindre les hommes. Quand on a fait venir les hommes, on a oublié qu'il y avait des femmes, on a oublié qu'il y avait des enfants. J'ai pas été née à l'école, ni français, ni algérien. Elles ont connu les bidonvilles, la solitude. C'est un commerce, c'est ma décision. J'ai ma liberté, je vais où je veux, je fais ce que je veux. Ma vie, elle est ici. Je peux pas vivre ailleurs. Mémoire d'immigrés, mémoire de femmes, jeudi à 23h40 sur France 3.
Eric enseigne l'histoire romaine. Sa passion l'a poussé à entrer dans la peau d'un gladiateur pour vérifier les hypothèses avancées sur l'art du combat. Ces gladiateurs du dimanche reprennent les gestes, les noms de l'antique. Eric devient alors Quintus. C'est toujours la curiosité qui amène les mauvais coups, des émotions et des violences qu'il faut comprendre. Je me demande comment ces compétitions ont pu influencer le pouvoir politique à ce point. La vie! Comment elles ont pu influencer les masses à ce point. Si la violence est si dure qu'on la décrit, comment dans l'Antiquité, les hommes et les femmes, finalement pas si éloignés de nous, ont pu apprécier ces compétitions. Bonjour. Ça va? J'étais mal placé en fait, et puis j'ai pris ce coup qui venait de la gauche là, et je l'ai pas du tout vu venir en fait. Ça va ton coup là? Le pansement? Oui, ça va. Écoute, qu'est-ce que tu veux, là, c'est les risques du métier. Dans le cadre donc, du cours sur la civilisation romaine, on va parler aujourd'hui de la gladiature. Alors la gladiature, c'est quelque chose qu'on croit connaître, on le connaît par le cinéma, c'est quelque chose qu'on peut aborder de façon classique. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin par l'expérimentation archéologique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Brice Lopez, qui est finalement quelqu'un qui a fait le chemin inverse. C'est quelqu'un qui est venu de la pratique sportive vers l'histoire, de la même façon que je suis parti de l'histoire pour aller vers la pratique de la gladiature pour mieux comprendre ce phénomène important de la civilisation romaine. Bonjour, j'ai été embauché par l'Institut Ars Demicandi il y a 8 ans pour mon expérience de combattant, afin d'apporter la connaissance du geste technique moderne et de l'expérience du geste technique moderne pour la recherche scientifique des techniques de combat de l'Antiquité. Il était important pour l'Institut d'avoir des gens d'expérience capables de déjà démontrer certains gestes, de pouvoir accepter certaines contraintes dues aux gestes, notamment l'équipement qui est assez lourd, encombrant et qui implique des gestes techniques particuliers. Un geste réel avec des armes le plus proche possible de la réalité, au contact, avec violence et parfois pour le public, pour vous, c'est un peu dur à comprendre le pourquoi de cette violence, le pourquoi de cet engagement vers un combat proche de la réalité. Ce geste-là, dans l'Antiquité, n'existe pas. La main représente l'homme, le pouce représente son sexe ou son arme, le pouce tendu, combat à mort, le pouce pris, la vie, la main renversée, le pouce tendu, la mort. Ceci est fait avant le combat pour signifier au gladiateur que le combat est à mort. Ceci signifie la mort, ceci la vie. Il y a énormément de choses qui ont été dites sur les légionnaires romains, les guerriers celtes. On leur a même prêté des potions magiques dans certaines bandes dessinées. Dans certains films, on leur donne des armes gigantesques, on leur fait faire n'importe quoi, et surtout dans les films américains, si vous voyez ce que je veux dire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment pouvaient combattre les gladiateurs, comment on pouvait combattre les légionnaires ou les guerriers celtes, comment on pouvait combattre les phalanges macédoniennes, comment combattaient les lutteurs, les pugilistes aux Jeux olympiques de l'Antiquité. Qui dit expérimentation dans le domaine de la gladiature dit évidemment prise de risque. Forcément, si l'on veut aller jusqu'au bout, c'est un don de soi, c'est un don de la personne, du gladiateur qui doit aller vers son adversaire, ce qui entraîne parfois quelques chocs, qui entraîne parfois quelques blessures qui sont toujours légères, que l'on peut de toute façon comparer à des blessures dans un quelconque autre art martial. Donc le risque est inclus dans cette démarche-là d'expérience.
Un mort la vie pour Eric, professeur d'université, rappelons-le. À mort les profs d'université. Faut un édile. Je suis très gentil. L'organisateur des Jeux, monsieur. D'après moi, d'accord. Le 13 juillet 2001, j'ai eu une blessure à l'œil à cause de ce casque qui, à l'époque, n'avait pas de grille oculaire. J'ai pris un coup de poignard à travers l'œil du casque et j'ai été blessé. Et là, j'ai eu très peur parce que je ne savais pas si c'était l'œil qui était touché, si c'était la joue. On ne sait pas. Je suis pratiquement tombé KO. Et c'est une fois à l'hôpital qu'ils m'ont dit bon, il n'y a que quelques points à faire que j'étais rassuré. Et ça nous a amené à modifier le matériel et à mettre des grilles oculaires sur tous les casques. Comme vous l'avez vu, le trident s'est cassé. L'impact et les coups sont portés réellement. Même avec des armes non tranchantes, les coups étant portés, ça arrive que le matériel casse. Alors, quand on a commencé l'expérimentation, on cherchait à savoir quelle forme pouvait avoir le trident, quelle taille pouvait avoir le trident. Donc on avait pris une pièce d'archéologie qu'on avait retrouvée en fouille en Bourgogne et on l'avait reproduit exactement. Mais ce n'était pas un trident, c'était une fourche qui avait été retrouvée par une connaissance à nous, archéologues en Bourgogne. Et petit à petit, on a fait évoluer ce trident, qui n'était pas un vrai trident, vers un trident de rétière. Mais petit à petit aussi, en travaillant, on a eu des blessures aux yeux. Pierre a été recousu plusieurs fois aux yeux, et ainsi que Cyril. Et donc, il a fallu aller à l'évidence, il fallait mettre des mouches sur le trident parce que c'est un ustensile très dangereux. C'est comme ça que la recherche sur ces disciplines de combat avance. C'est pour ça aussi qu'on a certaines fois des blessures comme on peut avoir au niveau des mains, parce qu'il y a énormément de frottements au niveau des mains, énormément de coups qui sont portés au niveau des mains, et on ne sait jamais comment étaient les gants complètement, puisqu'on n'en retrouve pas, les armatures étant en cuir la plupart du temps on n'en retrouve pas, et sur les représentations iconographiques c'est en 2 dimensions, donc on ne sait pas. Quand on fait un gladiateur celte, qu'on a une épée de 1 mètre, si on la manie mal, si elle est mal équilibrée, si on travaille mal, on a le tennis elbow comme le tennisman. À travers la traumatologie, on définit la bonne utilisation. L'armement, il est fixe par rapport aux fouilles, par rapport aux sources iconographiques. Les tailles des épées, les poids des épées, on les a. On a cet armement fixe, l'archéologie nous l'a fourni. Maintenant, après l'utilisation, on peut intellectuellement tout imaginer. Et quand on le fait vraiment, la pratique, si on a mal, c'est une mauvaise pratique. Ils étaient comme nous, ils avaient des articulations comme les nôtres. Et donc forcément, au bout d'un moment, quand on a le coude enflé, on ne peut plus combattre, donc ça ne sert à rien. Donc ils avaient des gestes qui étaient adaptés à ça, à une pratique précise, avec un armement précis. Tu ne poursuis pas vraiment en fait. Je ne poursuis pas vraiment, donc... Tiens, là, il y a encore quelques combats de Benac à Pâques. Oh oui. Alors, attends, on revient, là, il attaque. Je suis en recul. De toute façon, quand tu es en recul comme ça, déjà, c'est mal barré. Boum. Oh là 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 là. Et là, du coup, tu t'es focalisé sur son bras. Et là, boum. Bouclier. Boum, bouclier. Encore bouclier, dague. Bouclier, dague. Bouclier, dague. Bouclier, dague. Là, je l'ai quand même bien pris. À un certain degré, la douleur fait partie de l'étude. Évidemment, le problème, c'est de savoir jusqu'où la douleur fait partie de l'étude. En fait, évidemment que c'est un peu comme on disait à une certaine époque quand je m'entraînais dans les arts martiaux, c'est pour réussir, il faut avoir mal. Là, c'est pareil, pour réussir, il faut avoir mal, mais jusqu'où il faut avoir mal pour réussir. Les historiens, on a plutôt l'habitude de les voir dans les bibliothèques, dans les archives, mais il est vrai qu'à un certain moment, surtout pour l'histoire de l'Antiquité, les sources manquent parfois même absolument.
Et donc l'expérimentation archéologique est tout à fait indispensable. Donc c'est un domaine qui est déjà utilisé pour la préhistoire. C'est un domaine qui est aussi utilisé pour la céramique, pour les métaux, pour la musique aussi. Mais pour les techniques de combat, c'est évidemment quelque chose qui est très important afin de valider certaines hypothèses anciennes ou de les invalider. C'est vrai qu'on a de nombreux ouvrages sur la gladiature, sur l'armée romaine, mais dans ces ouvrages, il y a très peu de choses sur la pratique même du combat, et c'est ce que l'on peut déterminer en faisant le geste lui-même, en voyant s'il est valide ou s'il ne l'est pas. Le travail de l'expérimentation archéologique, c'est aussi un travail pédagogique, c'est-à-dire de pouvoir faire passer dans le public, chez les enseignants, chez les étudiants, certaines idées sur ce monde de l'Antiquité et sur la gladiature qui est tout à fait caractéristique de la civilisation romaine. On peut là aller au-delà finalement de l'histoire et de l'archéologie, et on touche là le domaine de la sociologie finalement, où l'on peut voir des réactions très différentes des publics, suivant donc un site ou un autre. Des publics qui vont plutôt demander la vie, des publics qui vont plutôt demander la mort. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est vrai que c'est une expérimentation qui pourrait intéresser les sociologues, même si là, ce n'est pas directement notre domaine. Si l'on retrouve les personnages de la photo, la vie peut alors renaître. Une photo est la trace d'un moment. Une photo de mariage, c'est une trace de bonheur. Le bonheur, fragile comme un fil. En haut, sur le fil, il y a la comédie d'un côté, la tragédie de l'autre. Il était une fois... Non, ça ne commence pas comme ça. Ça commence dans un train, entre Toulouse et Paris. Un passager observe une photo en noir et blanc. Des funambules sur un fil. Un homme et une femme. Elle, la femme, en robe de mariée, papillon blanc. Lui est un oiseau léger. Au dos de la photo, on peut lire le nom du photographe, Jean Dieuzède. On lit également Toulouse, 22 mai 1954, bénédiction par l'abbé Simon de Berti Omankowski et Roger de Cugis. La photo est célèbre. Elle est connue sous le titre « Les mariés du ciel ». Le frère de la mariée, c'est Rudy. Il était funambule lui aussi, comme son frère, comme son père, comme sa mère, comme son grand-père. Aujourd'hui, il ne monte plus sur un fil. Il transmet son expérience aux jeunes, aux plus jeunes que lui. Alors là, c'est papa, maman, ma sœur et moi. Ça, c'est Bertie. C'est elle, la mariée du ciel. On a une tradition dans les Trisca, du côté de maman, et même de l'autre funambule des grandes familles. On monte les enfants même quand ils ont 1 an. On les prend. On a un berceau, on les attache et on les monte là-haut. Regarde, il est tout petit.
Et ils sont avec le papa ou soit avec la maman. Et déjà, le bébé, il ne se rend pas compte de la hauteur. Il ne sait pas ce que ça veut dire, ni le vertige, la peur, il ne comprend rien encore. L'instinct, il est là. L'élève préféré de Rudy, c'est Ruth. Pour Rudy Omankowski, Ruth est l'image de sa propre sœur, la mariée du ciel. Le fait d'être toujours en train de chercher l'équilibre, je sais pas, c'est une action vraie. Dans le théâtre, on dit qu'il faut toujours être sur scène et avoir une intention tout le temps et maintenir cette action. Et de réagir toujours par rapport à ce désir ou cette intention, ce qu'on veut. Et sur le fil, c'est très clair en fait. Mais la peur, on a la peur tout le temps, bien sûr, mais pas pour soi-même. Moi, j'ai peur pour ma sœur, pour mon frère, mon beau-frère, et vice-versa. Eux, c'est pas pour eux, c'est pour moi. Ça, c'est le truc des familles, ça. Ça continue, quoi. Voilà. Des souvenirs, ça, c'est des affiches, Ça, c'est toujours les Diables Blancs, la famille. Et on voit comment on grandit, sur tout le monde. Mon beau-frère, là, il n'était pas encore marié. C'est en 1949 que Roger fait la connaissance de Bertie. Je m'appelle Bertie. Ah oui, c'est un coup de foudre, oui. C'était vraiment un coup de foudre, oui. Ah non, elle était très belle. Très belle et très, surtout, très artistique. Dans la troupe, c'était notre atout. C'était notre atout. Elle savait tout faire. Et puis, ben, un beau jour, pendant 5 ans, mon beau-père m'a dit il faut attendre qu'elle soit majeure. Donc, je suis resté 5 ans dans la troupe. Et puis, un beau jour à Toulouse, on a fait le mariage. Voilà, mon beau-père a fait ce mariage. Alors, ce mariage est passé c'était en 1954, le 22 mai, à Toulouse, place du Capitole. Une foule énorme pour un mariage, 40 000 personnes, je ne sais pas combien exactement, enfin en gros, paraît-il qu'il y avait plus de monde que quand ce qu'on m'a dit, enfin, les paroles, que quand il est venu le général de Gaulle à Toulouse. Ben, ça s'est passé sur un fil, oui. Alors ça s'est passé sur un fil. Il y avait le prêtre plongeur, l'abbé Robert Simon, qui avait une échelle de pompier. Et, un souvenir que j'ai, c'est que, ça je me souviens aussi, j'étais tellement émotionné que je me demandais si j'allais mettre un pied sur le fil. Ça, je m'en souviens. C'est l'émotion, bien sûr. C'était quelque chose...
Et après, j'ai enjambé mon beau-frère avec un gâteau dans les mains. Et puis on a fait manger une part de gâteau chacun. Je faisais le comique à cette époque-là. Enfin, je me comprends dans mon smoking, mais je finissais le gâteau à moi. Là, les gens s'arriaient. La troupe des mariés du ciel se nomme les Diables Blancs. C'est en famille que tout au long des années, les acrobates font le tour du monde. Nous avons parcouru le monde entier. On a mis les pieds sur les 5 continents. Ça a été notre tour du monde. Et parfois à certaines hauteurs, oui. Tout autour du monde, les spectateurs forment une véritable mer. Parmi la foule, un homme, une femme, un curieux espère secrètement la chute. On peut se permettre ce genre de pensée quand on est noyé dans la foule. Rudy pense à tout ça quand il modèle ses figures avec des muselés de bouchons de champagne. Le funambule est sur un fil, la vie ne tient qu'à un fil. De dos, de face ou de profil, les souvenirs en blanc défilent. Puis, en 1983, 29 ans après le mariage de Toulouse, c'est l'accident. Alors, les mauvais souvenirs, c'est... Les mauvais souvenirs, on n'aime pas en parler, ce sont les accidents, des choses comme ça. Alors, quand vous arrivez à un truc comme ça, là, tout s'écroule. Là, vous avez beau être le plus grand, vous devenez le plus petit. C'est terrible. Ça s'est passé à Berlin. C'est quelque chose d'affreux. Des choses qu'on ne peut pas imaginer, mais qui arrivent. La vie est ainsi faite. Il faut du temps pour se remettre. Et Bertie, bien sûr, malheureusement, j'ai perdu ma sœur en 83, oui, en 83, à cause d'une personne qui était sous dans le public. Il a cogné dans un auban. Ça a donné un tel choc dans le fil, parce qu'il a reçu un bonhomme très costaud, et puis là, je ne comprends pas, le service, Et il a tapé là-dedans, ça l'a fait, elle s'est rattrapée par réflexe comme un doigt, mais elle s'est cognée sous le câble là-dessous, et ça l'a rendue KO. Elle s'est pas vue, je pense qu'elle ne s'est pas vue mourir. Et là, pour nous, c'était terminé. On ne voulait plus rien faire. Enfin, moi, surtout, j'ai dit fini, fini, fini. Et je ne voulais plus rien savoir, ni des cirques, ni des funambules. Elle était petite, c'était une vraie poupée sur le fil. Elle avait une très très belle démarche. Elle faisait tout, elle faisait du caoutchouc, klitschnik, elle faisait du trapèze. Elle était sur le fil. Personne ne voulait croire qu'elle avait 50 ans quand c'est arrivé. Personne. Je ferai peut-être encore quelque chose. Mais enfin, pour l'instant, je suis pas vraiment... ça ne m'intéresse pas. Tout revient, je pense, je réfléchis, je revois ma vie, mon film, je fais mon cinéma. Je vais recommencer, je vais m'entraîner, je vais monter des films. Je vais répéter encore un petit peu pour m'amuser.
oublier toute sa vie. Ça, c'est plus fort que soi. Qui échappa à la guerre, où des gens font leur vie. Un endroit devenu parasitique et par une cité minuscule où le rêve de chacun est partie prenante du monde pour la paix de l'âme et la volonté, rue Saint-Malo à Brest. Je suis née le 12 janvier 1928 au 21 rue Saint-Malo. Et je peux vous raconter quelques petites anecdotes. Alors, par quoi je vais commencer? Mon père était docker. Hein, et bon, chez nous, on n'était pas bien riches, comme beaucoup de la rue, hein, puisque il y a beaucoup d'hommes qui buvaient. Des femmes aussi, hein, quand même. Hein. Et donc, ça finissait souvent par beaucoup de disputes. Et avec bon, et ben, il va y acheter un petit quart de café et tout sera accommodé devant. Je suis venue à vous voulez me faire découvrir Brest alors que je croyais que je connaissais pertinemment cette ville depuis 40 ans, je me connais tous les endroits. Et ça, quasiment démoli pendant la guerre. Pour moi, c'était inouï de trouver un mais très tardé. C'est rapide à dire, mais ça a été beaucoup plus difficile à faire. Des alertes à des modifications de rue, mais comme l'association était bien de son bon droit, on n'a pas été clair, on ne reste pas depuis 12 ans. Et quand on avait dit que, on allait à la mairie de Recouvrance et pour dire que, on avait un sou. C'était pas compliqué les débrouillards, donc j'étais dans le nombre. Pas ma grande sœur, mais moi. La première idée, c'était de faire un lieu de création ici, parce que c'est évidemment, tout de suite, on pense à tous les artistes qui pullulent dans cette ville de Brest et on se dit, ben voilà, tout le monde cherche un endroit, mais il est là, cet endroit, il faut l'investir. L'association Vivre la rue a donc été créée en 89, nous sommes arrivés ici en 90 parce qu'il a fallu un petit moment quand même pour pouvoir occuper ces lieux. Le quartier était assez hostile quand on est arrivé parce qu'ils ne comprenaient pas du tout ce qu'on venait y faire. Pour eux, c'était vraiment le dépôt d'ordures justement du coin. Donc qu'est-ce que ces gens-là viennent faire ici? Alors plein de doutes, plein de questionnements, très perturbés à chaque fois qu'on faisait un événement festif. Et maintenant, ils y viennent tous. Donc, on est heureux maintenant dans notre quartier. Comme c'est pas terrible pour monter la place de camp. Donc en fait là, c'est toutes les femmes qui méritaient d'être emprisonnées dans le refuge royal. Hein. Voilà, qui était un lieu d'enfermement
commandité par Richelieu, c'est-à-dire il y avait tout un tas de femmes que les autorités estimaient ne plus avoir droit de quitter dans la cité, donc qui étaient enfermées là pour des raisons diverses. J'en connais quelques-unes, mais pas toutes. Ouais. Ici au bout, tu peux voir Virginie Buisson qui est écrivain. Ensuite Mireille Kahn qui est la présidente de l'association Vive la rue, ici sans droit. Et la dernière femme, c'est juste une ombre chinoise. Et en fait, elle représente un peu ce que j'ai noté sur le petit papier à côté, c'est-à-dire l'engagement féminin anonyme et universel. D'accord. Et en arrière-plan, on peut voir sur la bâche imprimé le plan du refuge royal qui était construit derrière ce mur. Ça n'a pas été de la tarte, comme on dit. Voilà. Ça a été vraiment du dur. Je dirais franchement que moi, étant jeune, je n'ai rien vu de spécial. Bon, il y avait des femmes coureuses comme il y en a peut-être maintenant, aussi. Bon. Malheureusement, ma mère faisait partie du lot. Je n'ai pas honte de le dire. Et comme moi, j'ai jamais été aimée avec elle, parce que je ressemblais à mon père. Donc, elle m'appelait d'un mot qui n'était pas gentil. Voilà. Elle m'appelait gueule de Waswen. Jamais j'ai eu droit le nom de Mado, j'ai jamais été embrassée, je n'ai jamais été sous ses genoux. Mais je n'étais pas la seule dans la rue non plus. Il y avait plusieurs familles dans le même cas. Donc moi, en grandissant, je trouvais ça un peu normal. Voilà. Est un jour nouveau ici, évidemment, puisque on est complètement dans la vie, quoi. On est dans la vie de tous les jours. Donc on s'est retrouvés pendant des années à héberger des gens qui, en entendant parler de vivre la rue, pensaient à vivre dans la rue et venaient se faire héberger ici. Donc on ne savait pas les mettre dehors, évidemment, ça, c'est très délicat et c'est pas dans notre mentalité que de le faire. Donc on s'est retrouvés à héberger des tas de gens qui étaient sans domicile, ça a duré des années. Maintenant, la municipalité a bien pris ça en charge et on peut s'occuper de notre vrai but qui est la sauvegarde du patrimoine, faire des fêtes et travailler avec tous les artistes présents et surtout faire plaisir aux gens qui viennent. Et ils sont nombreux. Les promeneurs sont nombreux ici. Là, on accueille des écoles, on accueille des groupes d'enfants, de centres aérés, de maisons pour tous. On est présent pour les gens qui découvrent le lieu et qui l'aiment comme nous. Notre propos, c'est de faire partager cet amour immodéré qu'on a pour ce petit coin préservé dans cette ville bétonnée et qui a beaucoup de charme aussi quelque part, parce que Brest, c'est une ville que j'aime énormément, qui est très originale. On travaille en très bonne intelligence avec la mairie et les élus. Ça a été très très dur au début, mais notre persévérance a fait l'effet qu'il fallait. Donc maintenant, ils nous écoutent, ils nous aident énormément. Quand on fait des fêtes, ils nous apportent tout le soutien logistique. S'il y a besoin d'un petit peu de sous, on peut en avoir aussi. On essaie de ne pas en demander trop. Maintenant, les élus comprennent ce qu'on fait ici.
quand on vidait le lavoir, c'était des pavés qui étaient pour faire un ruisseau, en somme, quoi, hein. Alors ça venait tout en bloc. Comme on n'avait pas d'eau, il fallait aller à la pompe entre le milieu de la rue. Et donc, Marie, elle trouvait rien de mieux que de prendre une gamelle, ou comme nous on faisait une vieille bassine, pour aller dans nos appartements, parce on vivait tous dans une seule pièce. Donc, elle écartait ses jambes et elle avait son persil, comme elle disait. Et les hommes disaient tous que Marie avait le plus beau persil de la rue Saint-Malo. Alors, il n'y a qu'à faire penser ce que l'on veut. Mais elle était d'un caractère, d'une gaieté. Elle était toujours à chanter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La Marine nationale, à qui nous avons fait du pied pendant des années, mais ça a marché, puisque maintenant ils nous prêtent ce magnifique terrain qui s'appelle la Cour de la Madeleine, qui est juste là, donc. À 14h, les portes vont s'ouvrir et ils vont nous confier cet endroit pour 2 jours, pour y faire nos expositions, les projections de films et nos discussions. Et de là, j'espère, on va commencer à créer une espèce de commission de travail sur le devenir de tous ces bâtiments que la Marine nationale va laisser maintenant, et qui sont les ateliers de l'Arsenal, les ateliers des Capucins, très beaux ateliers, immenses, 25 000 mètres carrés d'ateliers, 115 000 mètres carrés de surface. Tout ça, l'année prochaine, ça va être libre et il faut y faire quelque chose. Alors nous, on a évidemment plein d'idées et on a envie de les partager. Quand mes petits-enfants me posent la question, mais comment as-tu vécu dans ta rue, dans ton enfance? Je leur explique tout ça. On me dit, c'est pas possible que tu as vécu tout ça, Mémé. Et tu gardes ton caractère si gai et tu es si généreuse. Alors j'ai dit oui, pourquoi? Parce que j'étais malheureuse, alors maintenant je tâche de faire plaisir autour de moi. Voilà, hein. Mon avenir, je ne sais pas, j'y pense jamais. J'y pense jamais. Je pense beaucoup à l'avenir de la rue, mais c'est vrai, au mien, assez peu. Quand la rue sera complètement refaite, peut-être qu'on n'aura plus besoin de moi ici, et ça ne serait pas très grave. En tout cas, tant qu'elle est en danger, cette rue, moi j'y serai, ça c'est sûr. Je suis grand-mère, donc j'ai beaucoup d'activités de ce côté-là aussi. Je vais apprendre à tricoter, parce que j'ai 4 filles, 4 grandes filles, qui sont des mamans, 3 petites filles. Et donc, oui, il faut que je sois prête pour la layette, pour les arrière-petits-enfants. Peut-être à ce moment-là, je prendrai une petite piole au bord de l'eau. Au cours de la réfection de l'ancien sanatorium de Hauteville, en Savoie, le nouveau directeur découvre 96 boîtes de films contenant des vues lumière. Chacun se réjouit de cette découverte, en particulier Lucette, qui retrouve sur un des films sa mère enfant. Les greniers recèlent des trésors.
C'est en 1996, date du démarrage de nos travaux sur l'établissement, que nous avons aperçu dans les greniers des appareils et également retrouvé la boîte de film qui trônait parmi d'autres matériels d'observation ou des matériels médicaux. On a bien entendu essayé de les visionner à l'œil nu, mais effectivement les bandes étant très longues, c'était extrêmement difficile. C'est lors de la découverte des appareils et qu'on s'est aperçu qu'il s'agissait bien de films lumière. Alors certains étaient en état encore, d'autres passablement abîmés, et puis il y avait certains films qui nécessitaient une restauration complète. Certains ont été aussi détruits, quelques-uns ont été détruits. Et sur l'ensemble de ces films, 2 ont été listés comme inédits. Les films lumière, c'est vrai jusqu'aux années 90, et quand on commence un petit peu à restaurer tous les films, à essayer de refaire tout le catalogue des films lumière, bon, on n'en connaissait que 700, et donc ensuite on est arrivé à 1400 et quelques, donc c'est l'ensemble du catalogue, et puis maintenant bon, on s'aperçoit qu'en dehors de ces films-là, il y a ceux qui avaient été un petit peu laissés de côté, bon, soit qui étaient des rushs parce qu'on avait doublé une prise de vue, soit parce que l'acteur n'avait pas été très bon, ou simplement parce que le sujet finalement n'avait pas semblé intéressant pour figurer au catalogue. Donc ce sont ces vues qu'on peut appeler hors liste qui maintenant on mérite d'être redécouvertes. Ils n'ont pas découvert que 2 films, ils ont découvert toute une série de films à l'intérieur desquels il y avait ces 2 films qui eux étaient perdus, qui étaient assez touchants. Parce qu'il y a chez Lumière un côté Lartigue, c'est-à-dire qu'il y a chez lui cette volonté d'avoir encyclopédisé, je ne sais pas comment on peut dire ça, ses enfants, ses frères et sœurs, sa famille, les gens de son quartier. Et chaque fois qu'on a des films de ce genre-là, on peut, avec la famille qui reste, les identifier et accréditer cette idée du cinématographe comme manière de garder les traces de la vie. Bien là, vous voyez ma mère, Madeleine Keller, donc, dans le jardin de notre propriétaire Mon Plaisir. Voilà son frère qui arrive debout et qui était très blond. Ma mère était brune, mais lui était blond, sans doute dû à l'origine de son père qui était alsacien. Et vous voyez, toujours des chiens ou des chats autour d'eux. Et là, le petit chien est très content de manger ce que la petite fille, normalement, aurait dû peut-être manger au départ. Marcel était né le 28 mai 1892 et Madeleine le 1er juin 1895. Et ma mère me disait toujours, tu vois, moi je suis née avec le cinéma. Elle n'a pas le souvenir de ces tournages, bien sûr, puisqu'elle avait 4-5 ans à peu près, mais elle se souvient surtout des photographies, parce qu'il y a eu aussi la période photographie. Et ma grand-mère, Jeanne Lumière, adorait faire de la photo. Et ma mère me disait toujours que quand elle était enfant, jeune fille, enfin plutôt, 12-14 ans, eh bien ma grand-mère leur courait après dans le jardin à la Ciotat pour les filmer. Et ça, il y a des jours, je trouvais ça un petit peu pénible.
déjeuner de bébé, même l'arrivée du train à la Ciotat, c'est un home movie. L'arrivée du train à la Ciotat, c'est Lumière qui vient chercher sa femme. Il emmène sa caméra, il la pose sur le quai, il fait un film. Il dit, je vais faire un film. On la voit descendre. On la voit descendre et ne pas regarder la caméra, d'ailleurs. On la voit faire semblant de ne pas se rendre compte qu'elle est filmée, mise en scène. Mais que font les gens aujourd'hui? Au-delà du cliché, du père de famille qui filme avec son caméscope les premiers pas de bébé, etc. N'empêche que c'est un cliché, mais c'est ce que Lumière a fait. C'est la même chose, le geste est le même. C'est l'idée qu'à un moment, les hommes ont voulu inventer les images animées qui leur permettaient de se souvenir, qui leur permettaient de se reconnaître. J'ai un très bon souvenir de ma mère parce que ma mère était une personne très gentille, très douce, très bonne. N'a pas toujours une vie très heureuse, mais toute la famille l'aimait bien aussi, et moi la première, bien entendu. Et ça m'a fait plaisir de voir ma mère enfant, parce que c'est vrai que je n'avais jamais vu ma mère enfant, encore moins en film qu'en photo. Hein. Ça m'a fait plaisir également pour ma mère, parce que j'ai dit si elle le voyait, elle serait contente. Comme j'ai vu son appareil projeter des photographies immobiles en commençant, j'ai dit comment on me dérange pour voir des projections. Il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après, un train s'est lancé, prêt à traverser la toile. Cette idée, qui est une idée fin de siècle, aussi que des générations disparaissent. Aujourd'hui, les gens achètent des tableaux et les remettent dans les coffres-forts des grandes banques de Taïwan ou de New York. Eh bien, nous, nos tableaux à nous, que sont les films, tableaux précieux à la fois pour leur qualité esthétique, ça c'est ce que nous disons, nous, ici, que Lumière était aussi un grand cinéaste, mais aussi pour leur qualité matérielle, physique, eh ben, il est important de les faire réexister. On a retrouvé la filmographie Lumière à 95%. Et du coup, c'est Lumière qui était le premier d'entre eux qui prend une revanche au nom de tous ces cinéastes dont les œuvres ont disparu sur la stupidité et la bêtise des hommes qui, comme vous le savez, détruisaient des films pour en faire du plastique, des peignes, etc. Et que des traces d'humanité, de vie, ont disparu de manière stupide. Au tout début, je n'ai pas eu conscience de découvrir ce trésor, étant donné que on en connaissait bien l'existence. Nos services techniques avaient oui, puisque bon, de toute manière, ça vient encore apporter de l'eau au moulin. De voir mon nom, de voir les 4 cousins que j'ai très bien connus. Donc, c'était très émouvant pour moi de voir ce film, pour se souvenir de nous-mêmes et pour garder une trace de ce que nous étions. Et retrouver les films Lumière, c'est un peu ça, c'est venir perfectionner cet assemblage.